Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, à la demande de Sylvette, nous allons parler d'une affaire étrange, celle de Nora Quarin. De sa disparition dans la nuit du 3 au 4 août 2019 à l'annulation du verdict concluant à une mort accidentelle, en passant par la découverte de son corps, retour sur plusieurs dates importantes concernant la disparition de Nora dans la jungle de Malaisie. Le 4 août 2019, résident à Londres, Sébastien Quarin arrive en Malaisie le week-end précédent. Ceci en compagnie de ses trois enfants de 15, 12 et 9 ans. Il rejoint son épouse, une Irlandaise venue de Singapour, où elle travaillait à ce moment-là. La famille a programmé un séjour de 15 jours à Dusun Resort, une station touristique située à 70 km de la capitale de Kuala Lumpur. C'est un complexe constitué de bungalows en plein cœur de la jungle. Et c'est dans un de ces bungalows que Nora partageait avec son frère et sa sœur que la disparition a été constatée le dimanche 4 août 2019. Nous sommes à présent le 7 août 2019. La police analyse des empreintes digitales relevées sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel. La police a interrogé une vingtaine de témoins, y compris des membres de la famille de l'adolescente. Au quatrième jour des recherches, auxquelles participent un hélicoptère, 2 drones, des chiens pisteurs, 214 personnes venues de diverses administrations, et même des plongeurs, sondant un cours d'eau, les recherches restent vaines. Mais retenez bien les dates. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Le 8 août, les autorités locales diffusent des enregistrements vocaux de la mère de Nora dans une forêt proche de Sereban, dans l'espoir que Nora se manifeste. Des membres de tribus connaissant particulièrement bien cette zone de jungle sont joints à des centaines d'autres personnes. Toutes ces personnes crient le nom de Nora. Mais rien. Et le 13 août, le corps sans vie de Nora, dénudé et allongé près d'une rivière, est retrouvé en ce mardi 13 août. Alors que la police traite cette affaire comme une disparition inquiétante, les proches de Nora évoquent l'hypothèse d'un enlèvement. Son corps a été retrouvé au fond d'un ravin, à environ 2,5 km du complexe hôtelier, une zone difficile d'accès où Nora, compte tenu de son caractère et de son handicap léger, n'aurait pas pu se rendre toute seule. Au lendemain de l'identification du corps de Nora, le 14 août, l'avocat de la famille indique que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour séquestration et enlèvement. L'autopsie réalisée ce même jour ne constate pas de traces de coups ni de violence sur le corps de l'adolescente. Elle est décédée 4 jours avant la découverte, soit autour du 10 août. Elle disparaît le 4, elle semble décédée le 10. Que s'est-il passé dans ce laps de temps? Pourquoi n'a-t-elle pas été retrouvée? Pourquoi est-elle restée muette face aux recherches? Selon la police de Malaisie, elle est morte d'une hémorragie interne en raison du manque de nourriture et d'un stress extrême. Mais les forces de l'ordre écartent la piste criminelle. Le 10 septembre, Nora est inhumée le mardi 10 septembre à Belfast, en Irlande, après de longues démarches administratives pour rapatrier son corps. Décidément, je vais y arriver. Dans un entretien diffusé le 17 décembre 2019 par la radio-télévision irlandaise RTE,
Les parents de Nora se disent convaincus de la nature criminelle de cette disparition. Pour nous, quelque chose de très complexe s'est produit. Nous avons insisté depuis le début pour dire que pour nous cette affaire comporte un élément criminel, confient les parents, précisant que leur fille n'est absolument pas habituée à fuguer. Un an après la disparition de Nora en août 2020, les investigations reprennent. Un fonctionnaire chargé de superviser des auditions des procureurs ainsi que l'avocat de la famille se rendent dans ce complexe touristique où le corps a été retrouvé. La visite a duré 3 heures. Des empreintes de doigts retrouvées sur la fenêtre de la chambre d'hôtel ont été analysées. Un expert assure qu'après comparaison, toutes les empreintes digitales partielles ne correspondent pas à celles de Nora. Ces analyses ne portent que sur 2 doigts de la franco-irlandaise. Cependant, l'expert laisse entendre, dans son rapport, que si nous avions obtenu ces 10 empreintes digitales, il y aurait peut-être la possibilité qu'elles appartiennent à Nora. Janvier 2021. Après 5 mois d'enquête sur les causes de la mort de Nora, les conclusions sont tombées. Sa disparition serait due, d'après les autorités de Malaisie, à une mésaventure et non à un meurtre ou une agression sexuelle. Drôle de mésaventure qui l'emmène au fond d'un ravin à être dénudée. Car finalement, elle aurait pu tomber dans un ravin en allant se promener de nuit, pourquoi pas, même si c'est peu probable à 2,5 km de là. De là à se dénuder, quelque chose cloche. Rebondissement le 16 juin 2021. Le juge malaisien a annulé le verdict qui a conclu à une mort accidentelle, estimant que l'enquête n'a pas été concluante. Les parents avaient déposé un recours contre le verdict, et le juge leur donne raison. Alors et maintenant? Essayons de voir que s'est-il passé entre le moment de la disparition de Nora et son décès, presque une semaine, 6 jours. Pourquoi est-elle sortie de la chambre? Pourquoi est-elle retrouvée dénudée? Il y a quand même beaucoup de questions sur cette affaire qui restent dans l'ombre et qui ne sont pas évoquées. À qui sont les empreintes? À Nora, sur un doigt non analysé? Ou à d'autres personnes? C'est ce que je vous propose de regarder à présent avec l'oracle de Béline. Alors à présent, qu'a-t-il pu se passer pour Nora? Déjà, j'aimerais regarder dans un premier temps comment était-elle, comment se sentait-elle en cette journée du 4 août, avant sa disparition. Était-elle inquiète? A-t-elle sous le coup d'émotion, en colère? Ou finalement était-elle bien? C'est important parce que finalement cela permettrait de voir s'il y a fugue, peut-être d'éliminer cela, parce que les parents bien sûr ne peuvent pas concevoir que leur enfant fugue. On voit toujours nos enfants sages, enfin souvent, pas toujours. Mais on ne peut jamais voir le pire chez nos enfants. Mais la famille a peut-être aussi totalement raison. Aussi, avec une carte, on va essayer de regarder ce qui se passe. Comment était Nora le jour avant sa disparition? Nous avons une carte à mort. On n'y voit pas quelqu'un inquiet. On n'y voit pas du tout une personne sous le coup d'émotion, ni en colère. Ce qui montre quand même que la piste de la fugue me paraît vraiment un petit peu tomber de nulle part. On y voit quand même quelque chose de vénusien. Alors était-ce l'amour pour ses parents, ses frères et sœurs, ou était-ce autre chose? Un côté séduction? Est-ce que quelqu'un avait tenté de la séduire, malgré son handicap léger? Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'elle avait parlé avec quelqu'un qui avait tenté d'influencer Nora? On va poser une autre question concernant les empreintes digitales. À qui sont les empreintes digitales? Quel type de personnage? Alors là, nous avons une carte martienne. Mars, l'action. Et nous avons un personnage qui est attaché. Et si vous avez fait attention à ma question, c'est quel type de personnage avons-nous? Nous avons la carte despotisme. La carte despotisme montre un despote, quelqu'un qui est très autoritaire. Ce qui semble montrer que les empreintes qui étaient dans la chambre de Nora, il y a des empreintes qui appartiennent à quelqu'un, plutôt un tortionnaire si vous voulez. Ce qui semble accréditer la thèse de l'enlèvement, de la séquestration. Mais regardez ici, nous avions une carte vénusienne. Et avec ces deux cartes, on voit quand même un petit peu mieux les choses. Nora enlevé de force? Non. Mais quelqu'un, un manipulateur, je dirais, quelqu'un qui a influencé Nora, pour qu'elle sorte. Mais lui-même, c'est intéressant, est venu dans la chambre. À quel moment, ça ne nous le dit pas, c'est vrai. Et quand je dis il est venu dans la chambre, c'est peut-être pas dans la chambre même. Rappelez-vous, les empreintes sont sur le bord de la fenêtre, hein. Euh, il est venu en tout cas aux abords de la chambre. Ces empreintes sont à une personne manipulatrice, qui est d'autant plus dangereuse qu'elle a ce côté un petit peu pervers, manipulateur, qui endort l'adolescent. C'est pour ça que finalement Nora n'a pas été rouée de coups, n'a pas de blessure, n'a pas de signe montrant une quelconque séquestration. Il retient ses victimes, ce qui explique aussi que Nora, finalement, n'ait pas été retrouvée avec les battus. Elle était dissimulée. D'ailleurs, où était-elle dissimulée? Regardez le paysage. Une butte, une maison, une cabane. Elle était dissimulée dans une espèce de petite vallée de ravin. Vous voyez ce genre de creux où on a une petite butte à côté et une cabane. Ce qui montre qu'elle était bien retenue, mais qu'elle était retenue finalement de façon volontaire, dans une certaine mesure. Elle s'inquiétait, c'est vrai, mal nourrie, peu nourrie, mais elle y restait quand même près de 6 jours dissimulée. Alors que s'est-il passé? Pourquoi n'a-t-elle pas été relâchée plus tôt? A-t-elle cherché à s'enfuir? On va regarder ça. Finalement, comment a évolué Nora entre sa disparition et le moment où on la retrouve au fond de ce ravin? Donc comment a évolué Nora entre la disparition et le moment de son décès? Je vous dirai quelque chose juste après avoir posé les cartes. Vous vous souvenez de cette carte despotisme que j'ai eue juste avant? La carte despotisme évoque une personne qui arrive à séduire quelque part et enlever de jeunes personnes. Elle a déjà fait cela. Elle a déjà fait cela et cela n'a pas permis de la retrouver. Elle avait l'impression, Nora, d'être avec un ami. Elle se sentait presque en sécurité au moment où elle quitte ce bungalow. Parce que
pensée amitié, c'est quelque chose de solaire, elle ne voit pas le danger. Qu'est-ce qui a les contre dans cette période? La fuite de Nora. Elle commence à prendre peur. Elle ne fait plus confiance à la personne qui la retient. Encore une fois, cette personne est un manipulateur. C'est quelqu'un qui... il y a un côté pervers narcissique chez cette personne, mais il y a un côté extrêmement pervers, surtout dans le fait de lui mentir sans arrêt. Nora est complètement sous son influence. C'est presque une personne qui séquestre et qui enlève à une victime qui est volontaire dans un premier temps. Et puis Nora change. Elle se dit qu'elle ne doit plus rester là. Il n'y a plus rien à faire là et que le meilleur, il faut partir. Elle a l'impression qu'elle a vécu le meilleur de ce qu'elle pouvait vivre à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle vivait dans une illusion. Elle comprend que c'est l'illusion, qu'il faut partir. Elle s'en va. Elle est sous le coup d'émotion. Elle n'est plus sereine au moment de partir. Elle a peur. Elle a peur et c'est ce qui la fait partir. C'est aussi, quelque part, ce qui montre à quel point elle pouvait être déjà mal nourrie. Donc forcément, quelqu'un de mal nourri commence à prendre peur. Elle se demande où elle va. Euh, Elle est dénudée parce que les vêtements sont à moitié arrachés, sont à moitié pas par l'homme, pas par la personne qui la retient. Ils sont ôtés. Et puis, il y a vraiment cette peur qui est omniprésente. Et le conseil, c'est de résister. Le conseil que donne l'oracle à Nora à ce moment-là, c'est de résister à l'agresseur. Ce qui semble montrer que ce n'est pas un agresseur qui est extrêmement fort. On n'a pas l'idée du géant d'1,90 m avec 100 kilos. Nora a 15 ans. C'est une jeune fille. Mais elle est capable de lui résister. Pour moi, nous sommes en face d'elle de quelqu'un de jeune et de frêle. Quelqu'un qui n'a pas de force importante, mais qui a une puissance pour convaincre les autres. Elle était bien retenue prisonnière dans le cloître, non, bien sûr, mais on lui mettait des barrières, c'était des barrières psychologiques avant tout, ce qui explique qu'elle n'a pas de blessure sur elle. Et elle tentait de rejoindre sa famille. Le problème, c'est qu'elle était perdue. Elle ne pouvait pas se localiser précisément. Elle était faible. Faible par le physique, elle était trop faible pour parcourir. Ce qui montre que quelque part, elle était entre 4 et 5 km du bungalow. On l'a retrouvée à 2,5 km, mais elle était plus loin au départ. Et ce qu'il fallait rechercher, c'était cette petite butte, cette petite, j'allais dire montagne, vallée, je ne sais pas trop comment donner, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était plus haut que le reste, et il y avait une cabane tout près. C'est là que se situait Nora. Et il faut savoir que la personne qui l'a enlevée a recommencé. Mais elle ne blesse jamais ses victimes directement. C'est quelqu'un de frêle, de mince, peu musclé. Qu'une ado de 15 ans, finalement, pourrait presque lutter avec elle, avec cette personne. Il y a une faculté de persuasion chez cette personne aussi, qui fait faire confiance à ses victimes, et ses empreintes sont bien sur la fenêtre. Cette personne a récidivé depuis. Alors voilà, Sylvette, voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire. Bien triste affaire quand même. Je vous donne rendez-vous à tous pour un nouveau Colcaise. N'hésitez pas, si vous avez des demandes pour vous. Rappelez-vous que
La chaîne s'est engagée à vous aider si vous avez perdu un proche, à condition que ça soit quelqu'un de votre famille. J'accepte de faire des vidéos dessus pour vous aider, qui paraîtront dans la rubrique Cold Case. Encore une fois, il faut que ça soit quand même une disparition depuis quelques jours. Mais si vous avez vraiment une réelle inquiétude, je suis prêt à vous écouter et à tenter de vous aider. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt.